C'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission Éveil Patriotique. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays et la consultation que Joseph Kabila a engagée. Je ne sais pas si en tant qu'ancien président ou facilitateur. Nous allons aussi parler de cette envie-là de Vital Kamerhe de rencontrer Félix Tshisekedi, le contour de ses discours. Il sera aussi question de parler du dossier Moutamba. Après avoir répondu à l'invitation le mardi, Moutamba est attendu ce vendredi. Nous allons aussi parler du rôle que Jean-Marc Aboud ainsi que son parti peut jouer pendant cette période de crise. Est-ce que Jean-Marc Aboud pourrait aussi faire un pas vers Félix Tshisekedi pour discuter de l'intérêt de la République démocratique du Congo? Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Jonathan Dioka, qui est l'un des cadres du parti politique Alliance pour le changement, parti cher de Jean-Marc Aboud. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous, M. Jonathan Dioka. Merci, M. Laurence. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous, de discuter avec vous. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de traverser une période de turbulence. Tout le monde s'est dit, nous devons choisir, soit vous êtes du côté de la rébellion ou vous êtes du côté de la République. Vous êtes de quel côté? Nous sommes tous du côté de la République. Et ce serait mal pensé qu'une fraction de personnes avec la bassesse de l'esprit puisse qualifier ceux qui prennent position face à la situation et les indexer, disant qu'ils soient de la rébellion ou de la République. Je suppose, pour ne pas donner mot à ceux qui n'en demandent pas, je suppose que ceux qui se sont rebellés aussi pour des questions évidentes. C'est pour cela aujourd'hui les langues se délient. À la place d'aller dans l'incrimination directe, nous émergeons, nous entrons dans une démarche de penser à un dialogue, nous entrons dans une démarche de penser à des négociations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à choisir, nous sommes tous Congolais, et ceux qui ont choisi les armes et ceux qui ont choisi la voie pacifique, tous nous le faisons pour le Congo. Le plus important, c'est de trouver la meilleure alternative pour protéger nos populations. Quand vous dites que ceux qui ont choisi, il ne faut pas condamner ceux qui ont choisi la rébellion, ceux qui tuent le Congolais, vous encouragez ces gens-là. Quand vous dites qu'ils ont pris les armes pour le Congo, est-ce qu'on peut prendre les armes, tuer ses propres compatriotes, puisque vous avez des revendications? Tue des Congolais plus que Nanga. Félix Tshisekedi tue des Congolais de chômage. Félix Tshisekedi tue le Congolais de famine. Félix Tshisekedi tue le Congolais de l'incompétence notoire dans la gestion du pays. Aujourd'hui, il y a des familles qui se décomposent, il y a des vies qui sont brisées par rapport à la mauvaise gestion du pays. Quand un fonds est alloué peut-être à une évolution quelconque qui peut bénéficier aux populations et que ces fonds-là est volé, détourné, vous savez quels sont les dégâts que nous causons sur les individus maintenant et aux générations plus à venir. Alors, quand il faut parler comme ça, n'entrons pas dans un marasme linguaire où on peut dispenser Félix Tshisekedi. C'est lui le premier. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette rébellion, c'est Félix Tshisekedi. Donc, soit nous choisissons la voie de l'émergence, ça veut dire que de la même manière qu'ils sont allés signer des accords à Doha, de la même manière qu'ils sont allés signer des accords à Washington, qui se taisent pour taire complètement ces discours de calomnie, ces discours d'intoxication. Soit on émerge, soit on n'émerge pas. Mais la vraie vérité, c'est que le plus grand criminel de Congolais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Quand vous dites le plus grand criminel aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, la guerre aujourd'hui, la rébellion aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, les gens ne comprennent pas. Je peux dire quoi? Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous permet de confirmer avec certitude qu'aujourd'hui, la rébellion, la cause principale de cette rébellion, c'est Félix Tshisekedi? Justement, très belle question. Félix Tshisekedi accède au pouvoir, il ne trouve pas de rébellion. Ça, nous sommes tous d'accord. Il trouve un pays plus ou moins pacifié. Il y avait des tensions internes qui étaient liées à notre démarche d'émergence dans la voie démocratique. Mais il n'y avait pas de guerre. Félix Tshisekedi, dans ses multiples accords, qui n'avaient ni raison d'être, ni opportunité, ni intérêt, est arrivé à amener les anciens rebelles déjà démobilisés ici à Kinshasa pour entrer dans un autre format d'accord avec eux. Ils ne se sont pas accordés, ils sont rentrés au front et ils les combattent.
avec le temps, Félix Tshisekedi, toujours dans son incompétence notoire, dans son manque de capacité à gérer le pays, a tellement mal administré le pays, a tellement mal géré le pays que les tensions sociales se sont réveillées. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'injustices qui peuvent même aujourd'hui porter des caractères tribaux. Et face à une situation comme ça, les gens ne peuvent que se rebeller. Parce que peut-être que nous ne le comprenons pas. Mais c'est une chose que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas dans cet espace appelé le Congo, venus accompagner Félix Tshisekedi. Et si Félix Tshisekedi, par défaut, parce qu'il est président par accident, si Félix Tshisekedi, par accident, assume aujourd'hui la responsabilité du président de la République, je pense qu'il devrait faire, tant soit peu, un peu plus d'efforts pour essayer de prendre soin de ses concitoyens, à la place de penser à un enrichissement personnel, à la place de penser à un enrichissement avec son petit clan de jouisseurs. Il devait voir comment est-ce qu'il peut pacifier davantage le pays, il peut instaurer une bonne justice, mais quand les gens sont muselés par une justice qui est censée leur protéger, quand il y a des distanciations en termes de classe sociale, cela pousse les gens à se révolter et à se rebeller. Les gens ont le droit de se révolter aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir honte de le dire. Même ici à Kinshasa, les gens doivent se fâcher. Les gens doivent être en colère. Il le faut. Je vous dis, ouais, je vais peut-être anticiper votre question. Quand vous parlez de voilà, l'appel à la paix, etc., quels sont les mécanismes qu'on met en place pour en finir avec cette guerre? Nous n'aurons jamais une paix véritable sans que le peuple n'ait dit son mot. Et notre peuple a été tellement muselé, notre peuple a été tellement figé, notre peuple a tellement souffert que il doit avoir un petit temps juste pour manifester, pour se révolter. Ce peuple-là qui a été muselé, est-ce que vous dites qu'il a été muselé? Est-ce que cette population-là a été muselée par Félix Tshisekedi? C'est Félix Tshisekedi qui, aujourd'hui, la liberté d'expression n'est plus à démontrer. Tout le monde s'exprime comme il veut. Non, ça c'est faux. Il y a beaucoup de gens, des acteurs politiques qui sont à l'exil. Certains ont été arrêtés de manière injuste. Je vous donne l'exemple de l'honorable Jean-Marc Aboun qui a passé 3 ans en prison de manière injuste. Parce que par après, quand nous sommes allés en révision, il a été complètement innocenté. De quelle liberté d'expression? Aujourd'hui, il est en liberté. C'est pour dire, après l'examen de dossier, Jean-Marc Aboun a retrouvé sa liberté. Écoutez, pourquoi ne pas reconnaître que quand même... Monsieur Laurence, oui, c'est une violation de droit d'être dans une position où on doit défendre la vérité. Il a été réparé. La vérité, ça a été réparé. Écoutez, permettez que je poursuive. La vérité ne mérite même pas d'être défendue. La vérité doit être, c'est la pureté des choses. C'est déjà une violation que nous puissions défendre la justice. La justice ne devrait pas être défendue. La justice, c'est la pureté de l'existence. Et quand vous vous retrouvez dans un mécanisme qui vous pousse à vous défendre face à une injustice, vous, innocent, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans l'appareil. Ça veut dire que les choses ne fonctionnent pas normalement parce qu'une personne innocente doit être reconnue et vue. Mais pourquoi est-ce que l'innocent doit passer par un mécanisme manipulé, un mécanisme, voilà, pas clair pour bénéficier de son innocence? La justice est malade. Et je vous dirais aujourd'hui, Jean-Marc Aboun, quand vous dites qu'il est en liberté, 3 ans de sa vie, vous savez qu'est-ce qu'un homme peut réaliser en 3 ans? Je vais vous parler d'un homme qui a réalisé beaucoup en 3 ans. Jésus-Christ n'a fait que 3 ans de vie publique. 2000 ans après, on parle de lui. Quand vous prenez 3 ans de la vie d'une personne, et puis vous prétendez par, qui sait, une pudeur mal placée de dire qu'il est en liberté, il y a la justice, je suis déçu. Il peut y en avoir, mais une justice malade, une justice injuste, une justice instrumentalisée. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous pouvez aujourd'hui reconnaître les efforts que Félix Tshisekedi est en train de consentir pour la paix de la partie Est pour avoir une bonne justice? Lui-même l'avait dit, la justice congolaise était malade grâce aujourd'hui à Constant Moutamba et les efforts de Félix Tshisekedi. Il y a la justice qui est en train de se remettre en place. Vous devez quand même reconnaître que c'est là. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas vous dire que c'est grâce à Félix Tshisekedi que Jean-Marc Aboun a même retrouvé le bureau de son parti politique, a encore discuté avec les membres de son parti politique? Pourquoi ne pas reconnaître quand même les efforts qui sont consentis? Bon, je sais que vous faites votre travail, vous êtes un journaliste. Là, je vous pose des questions. Oui, je comprends les questions, mais en vous entendant parler, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas avoir mal.
de me poser cette question dans une tendance affirmative. Quand vous parlez d'effort, quand vous parlez d'une matérialisation quelconque, aujourd'hui, on a un ministre de la Justice voleur, un ministre de la Justice poursuivi par la justice. Non, c'est pas un voleur. Jusque-là, jusque-là, rien n'est encore prouvé. Au Parlement, l'énoncé des faits était clair. Ok? C'est pour ça qu'on parle de la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on peut là constater que vous avez tué quelqu'un. On le voit, il y a des vidéos, etc., mais vous avez droit à un procès. Nous savons que vous l'avez tué. Nous savons que vous êtes un détourneur, un voleur. Mais par élégance, par conception de droits de l'homme, on vous donne la possibilité de vous défendre. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez volé ou pourquoi est-ce que vous avez volé. Vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez avoir des raisons. Vous pouvez dire que non, j'ai 3 femmes, je dois tous les acheter une parcelle. J'étais obligé de piquer à la caisse de l'État. Vous comprenez? La loi vous donne la possibilité, soit de dire la vérité. C'est pour ça qu'on parle même de clémence, on parle même de mécanismes, comment on parle de mesures atténuantes. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que de la base, nous n'étions pas au courant des faits. Nous sommes au courant des faits. Et c'est grave, c'est très grave. Quand vous avez... Vous êtes au courant de quels faits? Puisque jusque-là, la population... Mais ça a été clair que Constant Moutamba sous-traite avec une entreprise, donc ce qu'on appelle une passation de marché, de gré à gré, avec une entreprise qui a un mois d'existence. Or, si... Mais pas 5 ans, même pas une année. Non, l'entreprise a été créée le 29 mars 2025. Et puis, à une semaine de création, l'entreprise a bénéficié d'un virement de 19 millions. Une entreprise qui a un capital de 5 000 $ pour exécuter un projet de telle ampleur. Naturellement d'abord, même dans l'octroi des marchés de gré à gré, généralement même l'État passe par ces mécanismes qui est aussi protégé par la loi pour comment dire, pour rendre peut-être l'enveloppe moins lourde tout de suite. Ça veut dire que l'entreprise qui bénéficie du marché doit être en mesure de préfinancer le marché. Et le paiement va être étalé en l'argent du peuple. Comment est-ce qu'on gère l'argent du peuple? Pourquoi est-ce que c'est géré ainsi? Vous comprenez? Donc les faits sont avérés, déjà, même s'il y avait une procuration spéciale, parce que c'est ce qu'ils vont brandir. Moi, je ne suis pas technicien des droits, lui, il l'est, mais malheureusement, je peux l'apprendre le droit parce que nul n'est censé l'ignorer. Et là, il a ignoré la loi, soit par incompétence notoire, soit par co. Parce qu'aujourd'hui, déjà que Félix Tshisekedi leur a démontré la voie, le chemin, il a falsifié les élections, et il nous dirige par défi aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez aussi Constant Moutamba, il se prend les 39 millions et il défie la loi, il défie les institutions de l'État, il défie même le peuple qui autrefois aurait pu, par malchance, lui faire confiance. Vous parlez de Constant Moutamba, je vous rappelle qu'hier il était convoqué, il était reçu par M. Kalula, l'avocat Kalula, ils ont discuté et il a un rendez-vous pour le vendredi. Jusque-là, rien n'a encore sorti. Rien n'a filtré de cette édition-là. Constant Moutamba s'est dit prêt à affronter la justice. Non, il n'était pas prêt. S'il était prêt, il n'allait pas faire un meeting comme ce qu'il a fait. Il a cru qu'à un certain moment, il pouvait s'opposer. Vous voyez tous ces gens qui nous défient par défi. Il y a Félix Tshisekedi qui ne pouvait même pas gagner des élections. Voilà, il s'autoprogramme. Quelle élection? 2023-2018. Les dernières élections que nous avons 2023, il a battu tous ses concurrents. Écoutez, quand je suis en train de vous parler, il y a une dimension eschatologique que je mets dans le propos. N'allons pas forcément sur une philosophie foireuse par rapport à ce qu'on nous a brandi comme résultat. Ces jours-là, j'étais sur le terrain. Nous avons quand même vu comment est-ce qu'il est. Félix Tshisekedi était voté plus que. Mais c'est ça qui fait mal. C'est plus que Kakaboun n'était pas là. Non, il n'avait pas d'adversaire sur le terrain. Vous savez ce qui fait mal, c'est ça. Vous voyez le combat que mène, que vous le vouliez ou pas, même si vous êtes peut-être exclu de ces injustices, mais vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis. Ce qui fait mal, c'est que le combat que nous sommes en train de mener vous inclut vous aussi. Mais vous avez quand même la possibilité, pour ne pas dire l'audace,
d'affirmer des choses comme ça, c'est grave. Et ça pousse notre peuple à s'endormir et on n'arrive pas à se révolter contre un régime de tyrans. Excusez-moi, je ne veux pas vous prendre... Vous voulez me dire que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2023? Il n'y a même pas eu élection. Je l'ai déjà... Qu'est-ce qu'elle a essayé d'organiser? Un théâtre. Vous êtes au courant? Franchement. Les élections pour combien de temps? Si je veux revenir sur la qualité de base, qu'est-ce que nous devrons avoir comme valeur de base pour parler d'une élection? Tout cela n'a pas été respecté. On n'a pas eu élection. Félix nous dirige par défi. Et puis, tous ces sbires, ces adeptes dans l'incompétence et dans la mégestion, dans la tyrannie, commencent à faire comme eux. Donc, vous avez un gouverneur incompétent, mais qui tient tête à la population, qui casse les maisons des gens, qui détruit les petits commerces de la population. Pourtant, il est incompétent de réaliser même ses tâches les plus régaliennes. Vous avez un ministre de la Justice complètement incompétent, qui n'arrive même pas à faire son travail, parce que jusque-là, on ne voit pas de vraies réformes au niveau de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, un Congolais qui était exclu du système de la justice peut dire qu'il bénéficie de la justice? Parce qu'il y a une différence entre la justice dans sa conception littéraire et la justice dans son existence essentielle. Ça veut dire que, est-ce que nous avons accès à la justice? Si nous avons accès à la justice, pourquoi est-ce que les gens sont toujours arrêtés injustement? Pourquoi est-ce que les prisons sont toujours remplies des innocents? Pourquoi est-ce que lui-même, Constant Mutamba, n'est pas actuellement en prison? Il n'y a pas de justice. Pourquoi on devrait l'arrêter? Puisque il y a tout un procès qui doit commencer, il y a les étapes à parcourir. Pourquoi on devrait l'arrêter directement? Il y a des mesures conservatrices qu'il faut toujours mettre en place. Dépiécer le trésor public d'autant de millions nécessite à ce que la personne soit même sous résidence surveillée, même provisoirement. Vous comprenez? Mais la légèreté dans la gestion du pays. Vous avez des gens comme les Nicolas Kazadi qui passent à la télé avec tout ce qu'ils balancent comme contre-vérité. Des informations aussi graves. Il n'a pas été inquiété. Il a pu rentrer à son domicile. Mais c'est grave la légèreté dans laquelle on gère ces pays. Mais il y a une réquisition contre Nicolas Kazadi. On attend que l'Assemblée nationale décide. Peu importe. Hier mardi, le procureur Firmin Vondé était reçu par la commission. Ils ont parlé. Je suis sûr que d'ici aujourd'hui ou demain, l'Assemblée nationale pourrait donner sa position. Peu importe. Mais je vous dis, Monsieur Laurens, si Constant Mutamba s'en sort dans ces dossiers, vous et moi aurons effectivement la preuve qu'il n'y a aucune justice dans ces pays et nous aurons une énième preuve que c'est une erreur de laisser Félix Tshisekedi respirer une seconde de plus à la tête de l'État. Et si Constant Mutamba porte ses preuves qui prouvent... Je vous dis que l'énoncé des faits est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des correspondances. Mais jusque-là, c'est un dossier qui a fait une mention. Je suis en train de vous dire. Ça a été clairement énoncé au Parlement. Les faits sont là. Les faits sont là. Ne serait-ce que pour le fait d'accorder un marché à une entreprise qui existe il y a un mois. C'est grave. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la tête de Constant Mutamba, on s'en fout de sa tête, mettez tout ce que vous voulez, qui a de déranger tout ce monde-là? Est-ce que c'est pas Constant Mutamba qui nous fait mal? Qu'est-ce qu'on va faire avec Constant Mutamba? Qu'est-ce qu'on a besoin de Constant Mutamba? Tant qu'il fait son travail, si c'est à la République, nous sommes tous là pour la République. Ok, s'il peut servir la République, ok. Moi d'ailleurs, j'étais content de lui parce que c'est un jeune qui est en train de... Voilà. Mais malheureusement, c'est un jeune qui se révèle être une déception intergénérationnelle. Non seulement il a déçu nous, sa génération, mais il a réussi aussi à décevoir même les générations anciennes. Ça m'attriste aujourd'hui que nos jeunes qui militent chaque jour pour changer les choses dans ce pays, qu'on nous retrouve dans les sales besognes qui caractérisent la classe politique congolaise depuis plus de 65 ans. Ça m'attriste que Constant Mutamba, qui pouvait être l'image d'un renouveau, paraît aujourd'hui comme un jeune mouvancier, un jeune moboutiste. Vous comprenez? Et ça, c'est autre chose. Ce que je suis en train de vous dire, les faits sont clairement établis. Et peu importe,
Parce que nous savons, on n'a aucune foi en cette justice. Si le ministre de Justice peut être déjà cité en matière de vol et de détournement, c'est déjà très grave. Vous comprenez? Le président de la République, n'en parlons même pas, il est cité dans tout ce qui n'est pas beau. Détournement, vol. Par moment, lui-même vient pour réaffirmer le fait. Même par moment, il est cité dans des scènes intimes. Ce sont des choses très graves. Il n'y a rien à tirer à ces régimes. Mais je vous dis, parce que je veux que ceux qui nous regardent, je veux que le monde le sache. Si Constant Moutamba s'en sort, nous aurons une autre preuve que vous ne pouvez pas faire foi à ces régimes et nous devons tous nous lever. Tôt ou tard, un jour, nous avons l'obligation de nous lever pour faire échec à ces régimes, pour que Félix Tshisekedi tombe, pour précipiter sa chute, parce qu'il est en train de détruire le pays. Et ce que nous n'accepterons pas, c'est qu'à son passage, il puisse nous laisser un pays complètement... Vous oubliez que Félix Tshisekedi a été élu, il y a une constitution que nous devons tous respecter. Avant, je respecte cette constitution, c'est pas Félix Tshisekedi. C'est pour cela que vous voyez même... Est-ce que Félix Tshisekedi a déjà violé la constitution? Le processus électoral est une démarche encadrée par la constitution. Oui. Félix Tshisekedi n'a pas respecté ça. C'est pour ça que je vous ai fait mention de toutes les irrégularités qu'il y a eu pendant les élections. Permettez, je suis en train d'aller. C'est une matière que je maîtrise clairement. Il n'y a jamais eu élection. Ce qu'il y a eu, c'était un simulacre, c'était un théâtre. Vous avez vu, on a voté pendant 2 semaines. Vous comprenez? Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu exclusion réfléchissons de manière sobre. Il n'y a pas eu exclusion des candidats comme c'était en 2018. Il y a eu exclusion. Ils ont regardé les élections. Il y a eu exclusion. De qui, par exemple? Jean-Marc Aboun a été exclu du processus électoral. Son parti, l'Alliance pour le changement, a été exclu du processus électoral. Pourtant, nous avions toute la base nécessaire pour faire partie à ce processus électoral. Objectivement, nous avons été exclus. À l'époque, il y avait cet incompétent de ministre de l'Intérieur qui, à la place, parce que dans les schémas formels des choses, les listes des partis à concourir aux élections étaient publiées au journal officiel. Mais nous avons vu une correspondance, un télégramme du ministre de l'Intérieur de l'époque qui transmet à la CENI avec autant de fautes qui caractérisent l'incompétence notoire, généralisée, médiocrate du système. Nous avons vu cela. Donc pour vous, tous ces ministres-là qui travaillent aujourd'hui sont des incompétents. En tout cas, si vous avez la possibilité de me dire un seul qui se démarque dans son secteur, chapeau bas, je vais apprécier. La ministre des Affaires étrangères. Elle se démarque dans quoi? Aujourd'hui, la diplomatie congolaise, la diplomatie congolaise ne vous dit absolument rien. Qu'est-ce que cette diplomatie diplomatique Non, je vais vous dire maintenant là où vous devriez avoir. Oui. Vous savez, c'est quoi la diplomatie? 22 73, 27 73 ne vous dit absolument rien. Cette résolution-là ne vous dit rien. Je vais vous dire une chose. Oui. Une diplomatie réussie, c'est une diplomatie qui porte les résultats. Quand vous avez votre représentant de la chambre extérieure qui part signer des contrats avec des pays qui n'ont aucune ressource à partager avec nous, et vous parlez soit de win-win, ou vous parlez d'alternative à la paix, ça, ce n'est pas une diplomatie qui a réussi. Ça, c'est aussi une forme d'échec. Ça veut dire que de la politique intérieure jusqu'à la politique extérieure, il y a toujours des échecs et des échecs. Ce que moi, j'appelais une réussite diplomatique, ça veut dire que aujourd'hui, avec la diplomatie qu'on aurait entendu autrefois dite, agissante, que la guerre s'arrête complètement. Là, j'aurais cru qu'il y ait de vraies sanctions. Là, j'aurais cru. Mais il y a des démarches claires qui pourront nous amener à des décisions. Nous sommes dans ce pays et on suit ce qui se passe dans le monde. Les pays occidentaux, quand ils se mettent autour d'une table sur une question claire, où ils sont tous convaincus, ils interviennent sur le terrain. Combien de fois les armées, l'Union européenne, les États-Unis et toutes ces puissances-là ont intervenu, que ce soit en Syrie, en Libye, en Soudan, etc. Ils l'ont fait. Si effectivement... Peut-être ils le feront après les 15 après signature de l'accord avec la République démocratique. Non. Écoutez, nous sommes dans une distraction. On parle d'une coopération hydroélectrique avec le Rwanda. On parle d'une coopération sur l'acheminement des matières premières avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, son sous-sol, a quelle matière première? Le sous-sol du Rwanda est vide, est désert. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas une diplomatie. Félix Tshisekedi et sa représentante à la chambre extérieure
contribuent à ce qu'on appelle le bradage de nos ressources naturelles. Et s'ils veulent se feindre par un ego, un estime peut-être... La République avait confirmé que le chef de l'État l'avait informé qu'il ne s'agissait pas de bradage de nos minéraux. Et d'ailleurs, les accords qui seront signés devront passer par l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que vous prêtez toujours les États Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de plus crédible que Félix Tshisekedi pour que vous et moi, vous me donnez un exemple de base sur lui? Non, je ne pense pas. Vous n'avez pas confiance? Je veux vous parler de Vital Kamerhe qui a passé son temps en prison parce qu'il a été accusé de détournement, de vol des deniers publics. Aujourd'hui, il a quitté. Il a quitté. Où est l'argent de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais l'argent est où? Il n'avait pas volé. Personne n'a volé. L'argent est où? Vous savez, ne jouons pas avec la République. Ne jouons pas à ces petits jeux de guerre de palais où Félix Tshisekedi, par ivresse du pouvoir, il peut de temps à autre envoyer un de ses sbires, de ses collaborateurs en prison, les ramener quand il le veut, voilà, dans toute sa potence. Et puis vous nous parlez d'acquitter une justice complètement manipulée. Que vous le vouliez ou pas, que Kamerhe soit voleur ou pas, que Kamerhe ait détourné ou pas, il faudrait nous montrer où est l'argent de la République. C'est seulement à ces moments-là que nous pouvons dire oui, ils ont raison. L'argent se retrouve dans un compte logé dans telle banque. L'argent n'a jamais été employé dans telle autre chose. Mais tant que le fait n'est pas avéré, je vous le dis, Monsieur Laurens, tous ces bandes-là, ce sont les bandes des voleurs. Si l'argent n'est pas chez Kamerhe, donc c'est chez Félix Tshisekedi. Mais les travaux sont presque à la fin. Hein. Quels travaux? Les maisons préfabriquées aujourd'hui existent. Oh là là, quelle déception. Pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Non, puisque vous dites l'argent... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de débuter? Non, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, nous avons des informations, sources et des bases. L'argent de la République s'est évaporé. Et le projet 100 jours qui a dû faire 5 ans n'a jamais été réalisé, même pas 40%. Si vous doutez, allez-y, vous êtes un journaliste d'investigation, allez-y, vérifiez. Ces gens sont des criminels, des bandits financiers, des bandits économiques. Ils ne méritent aucun de mon auto-respect. Et si un jour, ces groupes de kamikazes estiment que nous devrions peut-être... Là, vous utilisez des termes trop compliqués. Là. Non, mais ceux qui prennent d'assaut, ceux qui nous dirigent par défi, ceux qui explosent les caisses de l'État, effectivement... Les institutions légalement établies ne dirigent pas par défi ou par force. Vous savez, la notion de la légalité aussi est aussi dans une dimension de transcendement spirituel. Il y a la légalité de Dieu, la légalité des hommes, qu'on appelle les lois établies sur terre, mais il y a une légalité qui se joint entre celle des dieux et des hommes. C'est la vérité. Ok? Même par trichement. C'est pour cela que je vous dis qu'aujourd'hui, ce que nous devons préserver, c'est l'âme de la nation. Parce que par les mécanismes humains, nous n'avons pas réussi à préserver l'intégrité de l'homme au Congolais. On met une disposition, tous les voleurs trouvent le moyen de fuir la disposition. On met des garde-fous, tout le monde cherche comment contourner les garde-fous. Vous comprenez? Et moi, je suis un révolutionnaire. Et en tant que révolutionnaire, je suis prêt à marcher à l'encontre de ce que vous appelez des institutions légalement établies. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la vérité doit transcender le tout, doit surpasser le tout. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Le peuple doit être au courant de ça et le peuple doit soutenir cette démarche. Nous devons faire échec à ces gens. Nous devons nous lever. C'est imminent, c'est important. Vous adhérez donc à l'esprit de Joseph Kabila Kabange qui a pris aujourd'hui les armes en tant qu'un ancien président de la République. Joseph Kabila Kabange séjourne à Goma où il appelle les révolutionnaires et vous parlez de la révolution, vous êtes révolutionnaire. Je vous pose quand même cette question. Est-ce qu'aujourd'hui Kabila ne se vend pas mal? Non, mais c'est vous qui dites que Kabila a pris les armes. Moi, j'ai suivi son discours, il ne l'a pas dit, mais si vous avez des informations, parce que je trouve que vous êtes quand même proche de l'UDPS, certainement, ils vous ont donné... Non, moi je ne suis pas proche de l'UDPS, moi je suis journaliste. Moi, je ne veux pas de faire le point de vue sur Kabila, ça c'est pas mon affaire. Chacun défend la patrie.
Et nous, en tant que révolutionnaires, nous voulons préserver l'âme de la patrie. Lui défend la patrie en allant s'associer avec les rebelles. Écoutez, moi je ne veux pas porter par le rôle de Kabila. Je ne veux pas faire non plus des commentaires sur ce qu'il fait. Il a le droit de faire ce qu'il fait. Si c'est heurte à ce qui est la pensée collective de notre tradition, de notre disposition, que ce soit en matière de loi, ok, il va répondre aux institutions qui répondent à cela, qui répondent à cela. Moi, je vous parle du Congo. Moi, je vous parle de l'Alliance pour le changement, je vous parle de Jean-Marc Aboun, je vous parle de la révolution et je vous parle du futur. Est-ce que Jean-Marc Aboun a salué le discours de Martin Fayulu qui a appelé tous les Congolais à se mettre ensemble et il s'est dit même favorable à rencontrer Félix Tshisekedi? Pourquoi il devrait saluer cela? Un patriote qui donne une position claire, pourquoi ne pas le saluer? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jean-Marc Aboun... Vous n'adhérez pas au discours, vous n'adhérez pas au discours de Martin Fayulu? Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous sommes une formation politique. Nous sommes organisés, nous avons des objectifs clairs et nous avons une ligne. À un moment de crise, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons proposé. On a débattu avec vous sur le plan Kabound. C'était l'alternative qu'on a proposée. C'est droit de l'hommien que Martin Fayulu fasse sa proposition. Mais nous, on ne rentre pas forcément dans ça. Nous n'avons même pas besoin de ça. Vous saluez quand même l'initiative, c'est important de saluer. Nous saluer. forcer à entrer dans une conception qui... Mais quand vous avez fait une proposition, tout le monde a salué. Nous avons vu Martin Fayulu discuter même avec Aboud. Écoutez, en passant, premièrement, comme je vous dis, nous sommes un parti structuré qui fonctionne. S'il y a une position claire et nette, ferme, ça va être communiqué par les canaux qui sont naturellement induits à cela. Mais s'il faut réfléchir en toute liberté, nous n'avons aucune obligation de saluer quoi que ce soit. Ok? Et moi, si je dois user de ma liberté en tant que citoyen, j'estime que ce n'est pas à nous de donner à Félix Tshisekedi un bouet. Félix Tshisekedi s'est entêté. Aujourd'hui, il fait face à une rébellion qu'il n'arrive pas à supporter. Félix Tshisekedi est entré dans des accords, mais il a manqué de paroles. Je l'ai dit chaque jour. Une nation ne peut pas avoir comme premier citoyen quelqu'un qui ment compulsivement. Une nation ne peut pas avoir comme premier citoyen un menteur, un malhonnête. Mais Félix Tshisekedi, dans tous ses accords, il a toujours tenté à rouler ses partenaires. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi, c'est un menteur? Oui, c'est un menteur. Est-ce que vous avez douté de ça, mon frère? Et je sais pas, je ne l'ai jamais vu mentir, hein, personnellement. Les promesses que Félix Tshisekedi a fait ici, il y a même des vidéos qui passent en boucle partout dans la toile, vous n'êtes pas au courant de ça. Mais il a dit qu'il est encore là, il travaille. Comment on appelle ça? Il travaille encore. Oh, mais... Il n'a pas encore fini ses mandats, si je dois le dire. Il a encore après mandat, peut-être même à une minute de la fin, il pourrait toujours réaliser. Ok, l'Allemagne, hein? C'est un rêve qui pourrait se réaliser. Non, ok. On vous croit. Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Aboun serait prêt d'accompagner Martin Fayulu chez Tshisekedi? Pourquoi Jean-Marc Aboun accompagnerait Martin Fayulu ou pourquoi même le vice-versa? Je ne suis pas vraiment dans cette polémique. Je trouve... Non, on ne parle pas de polémique. Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible? Non. Il l'accompagne en tant que qui, pourquoi? C'est ça le contour de la question. Ils sont tous acteurs politiques, ils sont tous de l'opposition. C'est là où la patrie avant tout quand même. C'est là où on doit se croiser. Nous sommes une opposition parmi les oppositions. Nous avons des objectifs, nous avons un projet de société, un programme de gouvernance pour cette nation. Nous ne sommes pas en train de s'amuser comme des collègues qui sortent de l'école, viennent m'accompagner, on va aller prendre la bière. Non. Alors, quand vous dites des choses comme ça, en tant que leader politique d'abord, toute forme d'apparition qu'il fait doit être significative. Donc, quand vous me posez la question, est-ce qu'il va l'accompagner? Je ne sais pas, est-ce que nous sommes en train de faire des commentaires sur des présages d'avant-goût ou nous sommes vraiment sur la thématique. Nous le disons, les alliances ne sont pas ce qui est exclu dans le parcours de l'idée politique. Mais si les alliances doivent être faites, ça doit aller sur des bases saines. Et dans toute la configuration politique de l'espace Congo, s'il y a quelqu'un qui sabote toute alternative d'alliance ou de négociation, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il a la réputation d'un menteur. Il a la réputation de celui qui ne peut pas tenir. Qui fait confiance à Félix Tshisekedi?
Quel est ce Congolais-là? Dites-moi, donnez-moi son nom, qui peut vraiment véritablement faire confiance en lui. Même ceux qui sont avec lui dans le gouvernement. Personne ne lui fait confiance. Les gens ne l'assument peut-être pas. Mais qui lui fait confiance? Il faut le chasser. Donc vous pensez aujourd'hui que Félix Tshisekedi, personne ne lui fait confiance? Je l'estime, je le dis, je le pense. Vous savez pourquoi? Et ceux qui travaillent avec lui, même Madame Judith Suminwa qui était promise d'être première ministre aujourd'hui, elle est première ministre, elle ne peut pas faire confiance à Félix Tshisekedi. En tout cas, je dis mes propos. J'aimerais que vous puissiez les encaisser de cette manière. Je reviens sur ce que j'ai dit parce que c'est important. J'ai envie que vous l'entendiez et que les gens aussi l'entendent. C'est déshonorant, c'est triste, c'est malheureux d'avoir comme premier citoyen de la nation une personne réputée, si ce n'est que pour sa jouissance mal affichée de son manque de parole. Parce que au-delà des règles, des lois que nous mettons en place, que ce soit la Constitution, les codes supplétifs, etc., tout le mécanisme que nous mettons en place pour assurer la survie de la nation, il y a l'âme de la nation qui se traduit sur les valeurs de la nation, qui se traduit sur les vertus de la nation. Vous irez dans certains peuples, on vous dira que là-bas, on ne vole pas. Vous irez dans certains peuples, on vous dira que ici, c'est le pays des hommes intègres. Mais qu'est-ce qu'on dit des Congolais? On peut le dire du bas peuple, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui peinent peut-être à manger, bien qu'on ne peut pas les justifier. Mais si le premier des Congolais, c'est déjà lui-même un aventurier, quelle crédibilité que nous pouvons avoir en tant que nation? Si au niveau de la région, le premier de notre citoyen, qui est censé engager même notre diplomatie directement, ne peut pas avoir une parole, et nous le peuple. Et nous le peuple. La question qu'on vous pose maintenant, vous accusez Félix Tshisekedi, vous dites si. Quel est le rôle que Jean-Marc Abound et votre parti peuvent jouer aujourd'hui pour le rétablissement de la paix, le rétablissement de l'unité, ramener tous les peuples ensemble, et voir même ceux qui sont à l'est là-bas pour que le Congo puisse se développer et aller de l'avant? Vous savez, Moutousoga Maël était, même si au PC réponse peut-être à Okomabiente. Il y a une analogie terre à terre. Non, ça c'est vrai. Ça devrait vous faire mal. Moutousoga Maël était à tout PC réponse à Malo Maël. C'est pour dire. Donc, Moutousoga en a tableau, a commis 2 plus 2 à Ota la Oche, a commis 4, a commis le Bokonao. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé le plan Kabound. Avec avec 2 dispositions, notamment un dialogue intercongolais, un dialogue international, pour que les positions soient claires. À la de faire ça, vous partez sur vos accords de principe ou vous partez encore brader nos minerais. Une grosse erreur. Mais une table ronde, un dialogue international, avec comme l'Union, les Nations Unies comme médiateur, ça pouvait nous permettre que la question soit à jour. C'est-à-dire que la question devrait être générale, généralisée, que tout le monde sache effectivement qui prend part à telle ou telle activité. Mais quand vous appelez voilà, une personne qui peut passer demain, un mandat peut changer, c'est un président républicain aujourd'hui, demain peut avoir un démocrate qui a une autre vue sur la question, mais la nation doit vivre. Ça veut dire que c'est lui qui interrompt la situation aujourd'hui, s'il n'est plus là, la situation peut revenir. Vous comprenez? Parce que les priorités de celui qui est au pouvoir, même s'il se présente comme un État fort, ça ne sera pas forcément les priorités de celui qui viendra après. Et ce dynamisme-là, est-ce que tout un État devrait vivre suite à un dynamisme d'un référentiel qu'on estime être fort ou faible? Non. Moi, je pense que le plan Kabound, c'était la solution la plus réaliste, notamment si on est autour d'une table, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'État. On sait qu'il y a tel pays qui prend part au conflit. On finit la question, on épuise la matière. Peu importe, qu'on soit d'accord ou pas. Mais nous savons tous que tel pays prend part. On revient à l'interne, on discute avec nos frères qui se sont rebellés, on répare les injustices, on gère la nation. Comme ça, on pouvait avancer. Mais on les a donnés, on les a dit peut-être c'est le concept plan Kabound qui vous fait mal. Mettez ça plan Chiboabo. Mettez ça plan Chilombo si vous voulez. Mais bon, Moutousoga Maël est à top et ses réponses. Donc, n'attendez pas
que nous soyons... Le dialogue intercongolais est échoué déjà. N'attendez, permettez-moi d'aller. N'attendez pas que nous soyons le bouet de Tshisekedi. On ne va pas faire ses devoirs à sa place. Il nous dirige par défi, il prétend que c'est le peuple qui l'a soutenu, mais quand Alexa Maël est aux populations européennes, c'est plus de 60%. C'est maintenant le moment où il dit que voilà, le peuple m'avait soutenu parce qu'ils ont trouvé que j'avais une vision. J'avais la capacité de gérer le pays. Montrez-le. Ce n'est pas à nous de lui tendre la main face à toutes ces incompétences. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous associer avec Tshisekedi pour qu'il puisse nous tremper dans son sale bilan. On ne permet pas. Tout si Bango déjà donc, s'ils sont déjà intelligents, qu'ils exploitent. Nous sommes pour le Congo. C'est ça le rôle que vous allez jouer. Non, moi ce que je vous dis, c'est que notre combat, c'est un combat congolais. Et nous avons terminé cette démarche avec notre parti. Et aujourd'hui, 3 ans jour pour jour, vous avez vu, lors de l'anniversaire de l'Alliance pour le changement, il y a eu plusieurs mosaïques de partis qui sont venus s'allier avec nous. Pourtant, nous sommes de l'opposition. Et aujourd'hui, je vous dis, nous avons la prétention de mettre vraiment une vraie machine politique qui va écraser tout à son passage. Et notre démarche, c'est celui-là. Nous partons vers le pouvoir, nous prenons le pouvoir, nous gérons le pays de la bonne manière. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Aboun pense toujours à ce dialogue tant vanté, Senko et SCC? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux évêques de la Senko et SCC? Oui, il faut faire confiance aux évêques parce que ce sont ceux-là qui ont su, ce sont eux les griots même, je devrais dire, de l'âme de la nation. Je reviens sur ces concepts parce que c'est important. On s'est mis autour des évêques parce qu'on a créé en leur crédibilité. Aujourd'hui, si Tshisekedi veut rouler même les évêques, c'est pour cela cette démarche ne marche pas. Est-ce qu'il veut rouler les évêques? Oui. Ou il laisse le temps au temps? Non, il va laisser quel temps? Mais les gens meurent. Entre-temps, qu'est-ce que lui il fait? Il voyage, il s'amuse avec l'argent du contribuable congolais. Il ne faut pas blaguer avec la vie des Congolais. Vous comprenez? Tshisekedi a voulu jouer avec les évêques. Les évêques qui, grâce aussi à leurs efforts à un certain moment, lui, il est arrivé à ces pouvoirs-là. Bien qu'on ne l'a pas fait vraiment pour lui, on avait besoin d'alternance. Il y a eu alternance. Les évêques sont allés en consultation, vous savez, quand ils l'ont vu, et puis à un moment, ils devaient aller à Goma pour voir aussi la partie rebelle. Vous avez vu, c'est que la majorité présidentielle ou encore l'Union sacrée a pendu sur les évêques, essayant de les décrédibiliser. Pourtant, c'était une démarche qui partait en son sens. Donc, on leur laisse. Nous croyons que toute belle initiative venant des gens qui ont encore la crédibilité et le respect du peuple congolais serait les bienvenus. Et il n'y a aucune initiative que Félix peut engager qui peut nous intéresser parce que lui, il n'est pas là pour les initiatives. Il est censé gérer le pays au quotidien. Il est censé veiller à ce que nous ne soyons pas dans ces genres de situations. Mais fort malheureusement, vous constatez que nous y sommes. Alors, je vous informe, il y a le général Sikatenda qui est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire de Kanchache dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Il est tombé dans le coma en prison de Ndolo où il était détenu pour des raisons encore non rendues publiques depuis octobre 2024. Sikatenda est l'un des pionniers de la démocratie congolaise depuis le maquis de Fizi jusqu'à Kinshasa. Et on accuse aujourd'hui le régime Tshisekedi de vouloir arrêter les soilifons, le militaire soilifon. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis-là? Oui, mais si on l'accuse, c'est pas à tort, c'est vrai qu'il y a un acharnement sur surtout sur les militaires ressortissants katangais. Il y a un acharnement. Au moment où nous avons un chef d'état-major qui est ressortissant du Katanga. Non, écoutez, vous savez, même sous la ségrégation, on utilisait ce qu'on appelle le visage de poule. Ça veut dire que, voilà, on dit que Monsieur Laurence, vous êtes raciste, mais vous balancez, voilà, mon chauffeur, n'est-ce pas qu'il est blanc? Vous comprenez? Donc, les exceptions existent, mais si nous pouvons dire effectivement qu'il y a un acharnement, c'est parce que statistiquement, nous voyons qu'il y a une récurrence. On peut comprendre que 2-3 personnes, mais si c'est systématiquement énormément de personnes à des fonctions spécifiques et spéciales, et systématiquement, les dossiers ne sont toujours pas clairs, systématiquement, ces gens-là ne sont pas jugés,
systématiquement, ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir un procès équitable et présenter leurs moyens de défense, on dit que c'est un acharnement. Je vous pose cette question avant de clôturer avec cette émission. Que faut-il faire aujourd'hui? Si vous étiez conseiller à Tshisekedi, on vous prend comme ça dans une émission, on vous pose la question, Monsieur Dioka, que faut-il faire aujourd'hui pour que votre régime, vous, je ne dis pas que vous êtes de l'Union sacrée, hein, je vous pose la question. Qu'est-ce que votre régime doit faire pour corriger ces erreurs? Qu'est-ce que le régime Tshisekedi doit faire aujourd'hui pour corriger ces erreurs et laver le front de la population congolaise? Vous allez m'excuser, mais je me trouve assez compétent pour être conseiller de Tshisekedi. Vous savez, ça n'a rien seulement à voir avec ce qu'on apporte, mais avec la qualité. Vous savez, l'affiliation, le rapprochement à une institution devrait comporter aussi un caractère prestigieux. Je pense que on donne les orientations à une personne qui a des bases. Et moi, j'estime qu'il y a un grand écart en termes de perception, en termes d'ambition, en termes de connaissances entre ces messieurs et moi, que même par franche sollicitation, je n'accepterai jamais de travailler dans son gouvernement, dans son cabinet, et je ne peux jamais être son conseiller. C'est une émission politique, mais aujourd'hui, c'est là quand même. Pourquoi je vous ai posé la question? Oui, mais je vous ai répondu. Que faut-il faire aujourd'hui pour corriger les erreurs? La seule chose à faire maintenant, Tshisekedi doit partir, c'est tout. Je ne peux pas aller conseiller Tshisekedi. Tshisekedi lui-même, c'est le problème. Tshisekedi n'a pas de problème. C'est lui le problème. Qu'il part. Le Tshisekedi n'a pas de problème, c'est lui-même le problème. Mais c'est lui le problème. Et en même temps, c'est lui aussi la solution. Mais vous savez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il y a des gens qui sont compétents au point où on identifie la compétence de ces personnes comme étant même une référence. Ça veut dire qu'on ne dit plus que Laurent c'est compétent, on dit que lui là c'est la compétence. Et ne pensez pas que cette réflexion est juste dans un sens. Dans l'autre aussi ça existe. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tellement incompétents. On peut dire que ça, il n'est pas incompétent, mais l'incompétence. C'est une compétence. Et c'est ce qui caractérise ces gouvernements. Vous savez, peut-être que ça vous fait rire. Mais moi, je le dis... Mais ça me fait mal, justement. Le qualificatif que vous utilisez. Moi, je le dis avec une douleur, avec une colère, avec une rage. Parce que, vous savez, depuis un certain moment, on nous a dit, non, voilà, parce que vous êtes dans l'opposition. Non, voilà, vous êtes, c'est de la jalousie. Non, ce n'est pas de la jalousie. Opposition, majorité, nous sommes le peuple. Et quand nous vivons des injustices, c'est au nom du peuple, pas au nom de l'opposition. Et si vous voyez la dégradation des vies autour de nous, nous avons des amis, nous avons des familles, nous avons des gens avec qui on a évolué. Si vous voyez comment est-ce que les vies se brisent, simplement parce qu'il y a des incompétents et des méchants, des tyrans à la tête de l'État, où il y a des gens, quand on grandissait, on se disait non, celui-là, il a un bel avenir, qui finit ses études, n'arrive à rien faire, il se retrouve peut-être dans autre chose, qui brise même son existence. Quand on pense à toutes ces choses, je n'ai pas le temps d'avoir peur de ces régimes. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec ces régimes. Je pense que tout Congolais aujourd'hui doit prendre le courage de commencer à regarder ces gens. Je pense que nous avons été tellement complaisants, indifférents, passifs, nous avons été tellement naïfs, que ces gens-là sont en train même, au-delà de détruire notre existence, sont en train même de nous agresser. Ils sont même en train de nous faire peur. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faudrait que le fusil change d'épaule. Ces gens-là doivent avoir peur de passer dans nos quartiers avec leur cortège. Ces gens-là doivent avoir peur de vivre dans nos cités. Ils doivent avoir peur de circuler librement. Et c'est pour cela que nous disons que la révolution arrive. Et les amis de la révolution se mobilisent déjà dans toute la République aujourd'hui. Et au moment venu, nous allons lancer des activités de grande envergure. Et ces régimes doivent se défaire. Quand je parle de ces régimes, je vais même dans la dimension la plus philosophique de cette existence pour parler d'un système. Il y a une rupture qui doit être très douloureuse, mais qui après va amener peut-être une paix durable. Parce que celui qui dirige, celui qui prétend avoir le mandat du peuple doit avoir le respect du peuple. Et s'ils n'ont pas le respect du peuple, le peuple doit l'apprendre à avoir ces respects-là. Et le peuple doit sévèrement le punir et le châtier.
Je chute avec cette question. Répondez-nous clairement en quelques lignes, puisqu'on a déjà débordé par rapport au nombre de mythes, mais on peut toujours continuer. Jean-Marc Aboud, est-ce que la vraie réponse aux questions de la population congolaise? Je n'ai pas compris la question. Jean-Marc Aboud, est-ce qu'une vraie solution pour la délivrance de la République démocratique du Congo? Effectivement. Je veux vous le prouver en 2 dimensions. Projet de société issu de l'UDPS, puisqu'il vient de là. Non, ce n'est pas issu de l'UDPS, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Nous parlons de la refondation de l'État. Le projet de société de l'UDPS, ni vous ni moi-même, Félix ne connaît pas. Comment ça? C'est quoi sa vision? Quelqu'un qui a gagné les élections. Ça m'a de vous poser une question. Lui, si je sais quoi sa vision, il ne sait pas. Donc, Jean-Marc Kabound, ça fait mal. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on ridiculise toute une nation? Donc, Jean-Marc Kabound est une solution, effectivement, parce que dans cette première dimension, nous avons ce qui est écrit, ce que nous proposons, qui répond scientifiquement, clairement. Quand vous lisez, vous voyez que tel aspect répond effectivement à un besoin congolais. Mais la dimension la plus importante, c'est peut-être la dimension politique et l'engagement de la personne. En tant que personne, est-ce que Jean-Marc Kabound répond aux besoins des Congolais? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de cela. Quand il était au Parlement, il a été prêt à renoncer à tout parce que le cheminement des choses ne croisait pas les besoins du peuple. Voilà, dans toutes les 2 dimensions, croyez-moi, Jean-Marc Kabound ferait meilleur président de la République que Félix Tshisekedi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin et un message à toute la population congolaise. Bon, pour mon mot de la fin, je vais toujours appeler encore à la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes organisés dans ce que nous appelons les Amis de la Révolution. Il y a plusieurs esprits congolais qui préservent l'âme de notre nation, qui se sont organisés, qui sont un peu disséminés partout, dans la diaspora, dans les provinces. Et nous avons dit cette fois-ci, une révolution va éclater, mais qui va commencer ici à Kinshasa. Et dans cette même démarche, je vous invite à rejoindre. Rejoindre, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement associatif. La révolution, ça doit d'être spontané. Mais ce que nous disons, éveillons les gens autour de nous. Et quand la cloche sonnera, tout le monde sera prêt et saura qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces systèmes qui systématiquement a laissé chacun de nos populations dans une forme de souffrance et d'hémorragie inarrêtable. Nous voulons changer les choses et les choses doivent changer. Et j'invite encore le peuple congolais à ne pas avoir honte d'être en colère et à exprimer leur colère. C'est le temps de se révolter. Voilà, c'est par ce terme que nous mettons fin à cette émission. Un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons, que nous devons tous défendre. Battons-nous pour l'unité et le développement de ces grands pays. Restez toujours branchés sur Congo Live. La chaîne, je vous dis, c'est la meilleure chaîne des informations et la meilleure chaîne qui vous met parfait de tout. Merci. Merci. Audio